Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve. Nous utilisons votre système nerveux comme un récepteur. Nous communiquons avec votre conscience grâce à des neurointerférences. Vous recevez ce message vidéo comme si c'était un rêve. Nous émettons depuis l'année 1999. Vous recevez ce message dans l'ordre pour modifier les événements que vous voyez. Notre technologie est si avancée qu'elle nous permet, avec les transcodeurs, de faire passer votre conscience au stade de conscience. Mais ce n'est pas un rêve. Ce que vous voyez, c'est ce qui arrive actuellement, lorsque le sujet a subi un accident spatio-temporel. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh non, de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, trop le studio. Oh, ton cul. C'est mon génie. Avec de vaines paroles, ils vous trompent, ils nous trompent, ils espèrent nous endormir, leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie, bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde, ni vous ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres, ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B qui vous propose aujourd'hui une spéciale John Carpenter à l'occasion de la sortie en DVD de son premier long métrage Dark Star chez Carlotta, avec bien entendu, comme vous avez pu l'entendre, le Docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Si t'es pas content de mes présentations, t'as qu'à les faire. Okay. Non mais moi, je suis ravi de tes présentations. Donc on parlera de ce Dark Star. Moi j'ai le boulot, plus je suis content. Voilà, qui donc, comme je l'ai dit, est sorti en DVD, et puis ça sera l'occasion pour nous de revenir sur certains de ces films qu'on aime bien ou plus encore, et du coup comment choisir ouais, non mais ça a été très compliqué. Donc on va faire suivant le temps qu'on aura aussi, et quand même on peut déjà dire, on parlera je pense beaucoup de son vrai premier film Assaut, parce que quand même Dark Star c'est pas vraiment un film, et puis on parlera aussi de The Fog, de The Live et de The Thing. Ça fait quand même déjà énormément. De toute façon, on va faire un bon gros glouba. On va aussi tout de suite s'écouter du coup des extraits de John Carpenter, notamment le prologue de The Fog, qui est quand même super pour commencer l'émission de radio. On se retrouve juste après pour parler de The Dark Star. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. 11:55, almost midnight. Enough time for one more story. One more story before 12. Just to keep us warm. In 5 minutes, it'll be the 21st of April. 100 years ago, on the 21st of April, out on the waters around Spivey Point, a small clipper ship
drew toward land. Suddenly, out of the night, the fog rolled in. For a moment, they could see nothing, not a foot ahead of them. And then they saw a light. My God, it was a fire burning on the shore, strong enough to penetrate the swirling mist. They steered a course toward the light, but it was a campfire like this one. The ship crashed against the rocks. The hull sheared in two. The mast snapped like a twig, and the wreckage sank with all the men aboard. And at the bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with salt water, their eyes open and staring into the darkness. And above, as suddenly as it had come, the fog lifted, receded back across the ocean, and never came again. But it is told by the fishermen and their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay, the men at the bottom of the sea, out in the water by Spivey Point, will rise up and search for the campfire that led them to their dark and icy death. 12 o'clock, the 21st of April. Salut les gars, merci de votre message. Ça vous plaira de savoir que nous l'avons diffusé en direct à une heure de grande écoute à travers le monde. On a été couvert de fleurs par la presse. Le délai d'arrivée de ces messages s'est encore allongé. Nous pensons, du fait que ce message date déjà de 10 ans, que vous êtes approximativement à 18 par sexe de notre planète. Maintenez le contact plus souvent, d'accord ? Désolé que vous ayez à bord de pareilles fuites radioactives. Et encore plus désolé de la mort du regretté commandant Powell. On a observé une semaine de deuil national. On a mis les drapeaux en berne. Nous sommes tous derrière vous, les gars. La demande que vous avez faite pour un bouclier anti-radiation a été repoussée et ça me désole de vous l'annoncer. C'est triste de transmettre ce refus alors que vous êtes en train de faire là-haut un travail magnifique, mais je sais que ça n'atteindra pas votre morale. On a subi des coupes sombres dans les crédits au Congrès ces temps derniers. En tenant compte de la distance, personne ici n'a les moyens d'envoyer une navette jusqu'à vous. Mais je sais que vous allez vous débrouiller. Du beau boulot. Poursuivez. Dans l'ordre, on a pu entendre un extrait de Zelive, ça s'appelle Invasion Los Angeles, je crois, très beau en titre. Français. L'introduction de The Fog et l'introduction du Dark Star, donc qui vient de ressortir en DVD. Il était jamais sorti en France, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, pas en DVD en tout cas. Pas en DVD en tout cas, voilà. Il était disponible ailleurs, mais pas en DVD. Et le DVD qui contient du coup deux versions du film, la version normale qui est sortie du coup sur les écrans, la version Director's Cut qui est plus courte de 20 minutes, et puis un documentaire qui est beaucoup plus long que tout le reste puisqu'il fait presque 2 heures et qui revient du coup très longuement quand même sur la conception du film qui est un peu particulière puisque en effet c'est un film de fin d'études. John Carpenter. Ça a une autre gueule que les films de fin d'études de Rennes 2. Oui, c'est ça par contre qu'on peut se dire. Ah ouais, du coup quand même ils se bougeaient le cul quoi. Bon, ils ont mis à peu près 4 ans à le faire leur film, mais oui, ils sortaient un peu les doigts. C'est quand même, il y a des gens qui devraient en prendre de la graine. Du coup, le film en effet est un espèce de brouillon de pas mal de choses, quand même pas mal
casse-gueule. C'est aussi l'une des rares incursions quand même dans le grotesque et la comédie de Carpenter. A priori, c'est pas mal dû quand même à Dan O'Bannon, qui est clairement, notamment dans le documentaire, c'est bien dit, hein, que il est quand même, même si Carpenter est clairement désigné comme le réalisateur du film, Dan O'Bannon, qui a écrit les scénarios avec lui, qui a participé énormément à la mise en scène, à la conception, à la fois des décors, des monstres, des personnages, et voilà, c'est vraiment une co-réalisation. En gros, Dan O'Bannon qui après ça sera notamment scénariste pour Alien 1, Alien 3, Alien 4, Total Recall aussi. Il a travaillé avec Mobius sur des scénarios de BD. Il était très malade et il est mort. Voilà, ça on peut le dire. Ça arrive aussi. Des fois quand on est malade. Ça arrive des fois, voilà. Ce qui d'ailleurs, tout de suite, on peut le dire, le documentaire qui est présent, malgré quelques passages très intéressants, souffre déjà de l'absence de Dan O'Bannon à cause de sa mort. Et du refus de Carpenter de participer à ce documentaire en fait. Donc il y a quelques extraits audio de Carpenter qui excuses un peu pourries. Oui, c'est ça. Carpenter qui est pas particulièrement fier clairement du film. Dark Star qui donc comme c'est un film dans l'espace avec 4 bonhommes dans des décors assez minables qui sont là pour une mission débile, à savoir détruire des planètes instables et qui vont du coup se retrouver. Donc le film est très décousu quand même parce que à la base il faisait 1 heure, ils ont dû retourner des scènes qui n'ont rien à voir avec le reste du machin, donc ils sont foutus au milieu du film et finalement ça se termine avec encore une autre histoire, donc ça tient pas trop debout. Les grosses scènes qui ont été rajoutées justement, c'est une bataille entre Dan O'Bannon et un extraterrestre qui est dans le vaisseau et qui se cache, donc c'est clairement Alien en fait avant l'heure, sauf que là du coup le monstre c'est un gros ballon gonflable avec 2 pattes qui est absolument ridicule, mais en même temps il cherche clairement la comédie, hein. On est quelque part entre une parodie de 2001 et une vraie influence du Docteur Folamour, hein. C'est leurs 2 grosses influences. Voilà, ils ont vu 2001 tous les 2 au cinéma alors qu'ils s'étaient défoncés, ils ont trouvé ça incroyable, ils ont voulu refaire un peu du 2001. Et ça c'est et puis ça va se terminer du coup clairement en mode Docteur Folamour avec une bombe qui a reçu un faux ordre d'exploser et qui du coup veut respecter cet ordre, et puis le commandant du vaisseau qui va essayer de l'en dissuader. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure le dialogue qu'ils ont tous les deux qui est très amusant, hein. Il y a des moments très amusants dans le film, mais c'est vrai que ça paraît tellement bricolé en fait que tu te demandes mais comment ce film peut si Carpenter avait pas fait ce qu'il a fait après, ce film serait complètement oublié aujourd'hui, c'est une évidence quoi. Ah oui, moi j'avais un peu peur avant de voir le film. Alors c'est vrai que forcément, donc premier film de John Carpenter avec Dan O'Bannon au scénario, qui est quand même un grand nom du cinéma fantastique du fait de sa création, hein, Alien, en sachant aussi qu'il faut relativiser ça, hein, parce que je pense que le script d'Alien est tellement passé entre des mains différentes, hein. Walter Hill était attaché au projet, il a vraiment influencé le scénario. Dan O'Bannon, comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui est quand même assez relativement farfelu, qui a un côté un peu ironique. L'ironie dans Alien, on n'en voit pas la moindre trace, hein, quelque part. Après, il a aussi dit justement que suite à l'échec de Dark Star, il a aussi affirmé que, parce que du coup ça a été quand même un échec un minimum, il a affirmé que s'il pouvait pas faire rire les gens, il allait leur faire peur, quoi. Ouais, donc il s'était lancé dans cette idée-là. Après le bonhomme, c'est vrai que c'est décevant même dans le documentaire de son absence, parce que donc il s'est extrêmement froissé avec Carpenter. Il a décidé de plus jamais travailler avec lui après avoir fait Dark Star, que c'est arrivé sur Star Wars aussi, parce qu'il est censé travailler sur Star Wars avec George Lucas, et que finalement dès le départ en gros il a sorti des conneries à George Lucas qui lui a fait non, bon bah c'est bon, dégage. Et le bonhomme, les rares interviews qu'il y a dans le documentaire, a l'air quand même à la fois très drôle et évidemment grande gueule, un peu je vous emmerde tous quoi. Et c'est dommage du coup qu'il soit pas plus présent, quoi. Il y ait pas plus de. Mais bref. En tout cas, je pense que clairement Alien, tu vois, même si c'est passé dans pas mal de mains, en voyant Dark Star déjà tu te dis bon, évidemment t'as quand même le pitch d'Alien qui est dedans. Non mais il y a carrément un trait de ça, c'est surtout et c'est là où le film, moi je pense, tient vraiment la route, c'est dans la quotidienneté en fait. Et je pense que c'est un aspect l'aspect parodique de Dark Star, qui est une sorte de parodie de 2001 pour le pitcher très vite. Voilà, ça s'axe sur le fait que voilà, on va axer tout ça sur la quotidienneté d'un mec qui est en voyage intersidéral pendant 30 ans, mais qui ne sont égales qu'à 10 ans avec les trucs de vitesse de la lumière et tout ça. Et en fait tout ce côté-là qui s'allie très bien avec le talent
qu'a développé Carpenter ensuite sur une camaraderie ou tout un espace confiné avec des mecs qui sont dans un endroit confiné et tous les rapports qui peuvent se tisser entre eux, ça marche très très bien. Enfin moi j'ai trouvé que voilà, là toute la crainte que je pouvais avoir devant un film de fin d'études, un film culte soi-disant qui devait être très très fort à cette époque-là, parce qu'il faut savoir que c'est quand même avant toute la vogue des films de science-fiction. Donc il y a que 2001 en mode de science-fiction sérieuse avec des thématiques sérieuses qui est sorti à cette époque-là, parce que c'est 3-4 ans avant de science-fiction dans l'espace, quoi. Hein. Ouais. Et donc du coup t'as un peu peur parce que tu dis est-ce que toutes ces nouveautés-là finalement ne sont plus du tout nouvelles maintenant, ça va plus du tout tenir la route. Et je trouve que le film quand même tient vraiment la route, parce que il y a une qualité là-dedans, c'est une sorte de nonchalance dans les gags qui le fait complètement échapper au côté potache. La potacherie qui est la marque de fabrique des films de fin d'études. Hein. Voilà, il suffit d'aller voir un festival de court-métrage pour se rendre compte que c'est une catastrophe. C'est le virus qui attaque tous les films de fin d'études et les films des petits étudiants qui sont des petits malins. Et là, en fait, la potacherie est étouffée par une sorte de truc nonchalant qu'on ressent pas mal dans les extraits qu'on a diffusés et qu'on va diffuser, qui fait que les gags sont jamais lourds. En fait, ils sont toujours là et ils sont faits avec une sorte de nonchalance, comme toute cette attaque avec ce gros monstre qu'on n'a pas de budget, donc on prend un gros balai gonflable, un grand ballon gonflable, et ça passe très très bien. Et il y a quelque chose là-dedans qui, en plus, forcément avec cette nonchalance, dégage d'une sorte de vertige assez fort par endroit. Bon, c'est pas une réussite totale, hein, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais voilà, il y a un côté où on ressent vraiment tout l'ennui profond et la folie qui s'empare de ces hommes-là. Et c'est rigolo que tu parles de nonchalance, parce que du coup dans le documentaire ils reviennent pas mal sur les différentes versions du film, à savoir qu'au départ le film faisait Carpenter, pour le sortir en gros, vu que c'est un film de fin d'études, la faculté dans laquelle il travaillait, où avait justement été George Lucas, tout ça, s'appropriait en gros les films de fin d'études. Et c'est l'USC. Voilà, lui il était absolument pas d'accord. Il dit beaucoup de mal de cette fac, mais en même temps d'autres interviews il dit aussi que cette école lui a permis de rencontrer Howard Hawks, et puis il y avait des bonhommes comme Hitchcock ou d'autres gens comme ça qui venaient aussi, voilà, qui venaient faire intervenant. En gros, c'est autre chose que Rennes 2 aussi, quoi. Voilà, t'as Alfred Hitchcock, Howard Hawks qui viennent faire intervenant dans la fac parce que c'est juste à côté des studios de Hollywood. Bref, donc il a quand même appris énormément grâce à cette fac, mais une fac qui est du coup une école qui s'appropriait un peu les films. Lui, il voulait du coup le diffuser, donc il était chercher un producteur, Jack Harris, qui avait sorti The Blob et puis un millier d'autres films en fait, et il lui a présenté une première version. Carpenter savait qu'il fallait un film d'au moins 1h30, sauf qu'il avait un film que d'1 heure, et du coup il a rajouté quasiment une demi-heure de bonhomme qui ronfle. À l'intro du film, c'était cet équipage qui est en train de dormir, qui ronfle, et puis du coup en fond sonore, l'ordinateur, donc cette parodie de HAL de 2001, sauf que là c'est une femme qui parle, qui balance du coup toutes les normes de sécurité du vaisseau, et puis qu'annonce des trucs vraiment du quotidien justement, complètement, et ça a duré une demi-heure. Le producteur leur a fait non mais vous déconnez quoi, vous me virez tous ces trucs là, vous allez réécrire d'autres machins, et donc voilà, mais voilà, donc sa volonté un peu justement de rentrer ça vraiment dans le gros quotidien, à tel point que ça en est quelque chose de quasiment lourdingue, parce que c'était trop chiant, des types qui dorment quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'exégèse, on a plus de possibilités de trouver des traces de Dark Star dans Alien et dans toute la science-fiction réaliste des années 70-80 plutôt que dans la filmographie de Carpenter. Oui. Je pense que dans l'approche d'une science-fiction qui se voudrait plus réaliste, et notamment réaliste parce que voilà, Alien, une des révolutions, c'était d'être dans un vaisseau spatial qui ressemblait à une grande poubelle de l'espace, avec des trucs qui marchaient pas, des mécanos en train de retaper des trucs, des sas qui se ferment à moitié, enfin voilà, à l'antithèse de la science-fiction classique qui montre justement l'ultra technologie, voilà, dans toute sa puissance et voilà, l'efficacité. Là, il y avait quelque chose qui est de l'ordre de voilà des prolos dans l'espace, quoi. Et on trouve plus des traces de Dark Star de ce côté-là que pour analyser rétrospectivement que pour analyser l'analyse on peut toujours la filmographie de Carpenter, des choses, le huis clos, le groupe justement aussi, un truc qu'on va beaucoup retrouver. De toute façon, c'est ce qui tient aussi de Howard Hawks, c'est une évidence. C'est ce
groupe et ses hommes. On en parlera tout à l'heure avec Asso, je pense notamment. C'est voilà le professionnalisme oxien en gros que lui s'approprie énormément. Ouais. Mais il va mélanger les genres après. Et c'est évident que par contre dans le traitement de la SF, non, lui après il sera plus du tout là-dedans. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup d'ailleurs, je propose qu'on fasse tout de suite une nouvelle pause musicale et qu'on arrête de parler de Dark Star et pour avoir un peu plus de temps pour parler de ces films qui nous plaisent un peu mieux. Même si oui, comme tu le dis, Dark Star, moi c'est pareil, j'avais peur de me faire chier clairement. Hein. Donc déjà il a cet avantage de faire 1h20, voire moins si on veut regarder la version Director's Cut, qui fait un tout petit peu plus d'1 heure, quoi. Et il a quand même des moments très amusants. C'est enfin voilà, moi j'étais surpris quand même de voir ce gros ballon gonflable et Dan O'Bannon en tant qu'acteur, parce qu'on n'a pas dit ça quand même. Mais Dan O'Bannon qui du coup est au scénario tout bordel, est aussi l'un des acteurs principaux. Et il est très beau. Et je le trouve très chouette en fait. Ouais. Je le trouve vraiment très chouette comme bonhomme quoi. On va faire du coup une nouvelle pause musicale. On va s'écouter plusieurs extraits, notamment ce dialogue final de Dark Star entre le capitaine et sa bombe. Et on se retrouve juste après pour parler notamment du Assaut, le film qu'il a fait un peu après. Tu sais que tu m'as fait très peur. Débarrasse-toi de cette voiture. Je ne remonterai plus jamais dans cette voiture. Attends une minute, tu ne vas pas me dire que c'est de la faute de Christine. Il s'est passé quelque chose. J'ai senti quelque chose qui m'étouffait. La radio s'est mise en marche. Tout est devenu brillant. Et qu'est-ce que t'en conclus? J'aurais pu mourir, Arnie, et tu n'as rien fait pour m'aider. Ma porte était verrouillée. Et tu voulais empêcher cet homme de m'aider. J'ai cru qu'il t'attaquait. Comment voulais-tu que je sache qu'il te faisait la respiration artificielle? J'aurais pu le faire moi aussi. Mais tu ne l'as pas fait. Il y a autre chose. Cette radio, elle ne passe que des vieux airs. Et il y a des fois quand on s'embrasse, elle s'arrête. Comme si cette voiture était jalouse, Arnie. Cette saleté de bagnole! On laisse ça. Je le ramasse. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu es sexuellement frustré. Bonjour, Bombe. Est-ce que tu es avec moi? Évidemment. Si tu veux bien, échangeons quelques idées. Je suis toujours ouverte à toutes les suggestions. Bien. Alors réfléchis à ceci. Comment sais-tu que tu existes? Non mais qu'est-ce qu'il fout? Je crois qu'il essaie de la convaincre. Bien sûr j'existe. Mais comment sais-tu que tu existes? C'est une intuition évidente. Intuition n'est pas preuve. Quelle preuve concrète est-ce que tu as que tu existes? Eh bien, je pense, donc je suis. C'est bien, c'est très bien. Mais comment sais-tu que d'autres choses existent? Mon mécanisme sensoriel me le révèle. Ah, exact. C'est amusant. Non, écoute, voilà la grande question. Comment sais-tu que la preuve que te révèle ton mécanisme sensoriel est exacte? J'en arrive à la conclusion suivante. Les seules connaissances dont tu disposes directement naissent dans les circuits sensoriels. Et ces données sensorielles ne sont qu'un courant d'impulsion électrique qui active ton ordinateur. En d'autres termes, tout ce que je connais vraiment du monde extérieur m'est raconté par mes connexions électriques. Exactement. Mais alors, ça voudrait dire que je ne sais pas avec certitude ce qu'est la réalité du monde extérieur. C'est ça, c'est ça. Ça m'intrigue, j'aimerais avoir plus de temps pour discuter de ça. Pourquoi n'en as-tu pas le temps? Parce que je dois exploser dans 75 secondes. Maintenant, Bombe, étudie la question suivante avec beaucoup d'attention. Quelle est ta raison d'être dans la vie? Exploser, évidemment. Et tu ne peux le faire qu'une fois, exact? Exact. Et tu refuserais d'exploser sur la base de données fausses? Évidemment. Bon alors, tu as déjà admis que tu n'avais aucune preuve réelle de l'existence de l'univers extérieur. Oui, alors? Alors tu n'as pas de preuve absolue que le sergent Pingback t'ait ordonné d'exploser. Je reçois distinctement l'ordre d'exploser. J'ai une mémoire excellente à ce sujet. Oui, bien sûr, tu t'en souviens. Mais tout ce que tu as en mémoire, ce sont que des séries de centaines d'impulsions. Mais tu sais maintenant qu'ils n'ont aucune connaissance précise de la réalité extérieure. C'est vrai, mais dans ce cas, je n'ai pas de preuve que vous êtes réellement en train de me parler. C'est à côté de la question. Je veux dire que le concept est valable, quelles que soient ses origines. Donc, si tu exploses, 9 secondes. Tu pourrais le faire à partir de données fausses.
Je n'ai pas de preuve qu'il s'agisse de données fausses. Tu n'as pas de preuve qu'il s'agisse de données exactes. Il faut que j'y réfléchisse davantage. Votre attention, la bombe est retournée dans la soute, son programme de destruction est annulé. J'ai une question à vous poser. Ça vous plaît de bosser sur ce genre de littérature? Ça vous plaît de faire coincer les gens? Ouais, je fais coffrer les fraudeurs, j'emballe les faisans, et oui, j'aime ça. Vous avez déjà coffré une de vos relations? Ouais, c'est arrivé. Ça fait pas une grande différence, vous savez. Dans mon boulot, on s'aperçoit vite que tout le monde est capable de tout, il suffit d'envisager le pire. Et c'est gagné. C'est triste d'être aussi désabusé. Oui, mais en contrepartie, il y a plus beaucoup de choses qui peuvent me décevoir. Croyez-moi, plus tôt on quittera cette planète, mieux ça ira. On croirait entendre Kate. Vous vous trompez. C'est vous, la groupie. J'adore me faire peur. Et les livres de Kane me font peur. Et de quoi voulez-vous avoir peur? Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Ce n'est pas réel selon votre point de vue, tant que la réalité s'accorde à votre point de vue. Mais justement, ce qui est terrifiant dans son œuvre, c'est ce qui pourrait arriver si la réalité changeait de point de vue. Voilà, une minute. Tout ça n'a rien à voir avec la réalité. Nous sommes en train de parler de fiction, c'est différent. La réalité n'est que la convergence de nos points de vue. La raison et la folie peuvent facilement basculer si la folie devenait tout à coup majoritaire. C'est vous qu'on jetterait dans la cellule capitonnée d'un asile. Et vous vous demanderiez si le monde n'est pas devenu fou. Je ne crois pas que ça puisse m'arriver. Oh, il suffit que vous réalisiez que tout ce que vous avez connu a disparu. On doit être plutôt perdu quand on est le dernier. Dans l'ordre, on a pu entendre un extrait de Christine et puis ce dialogue entre le capitaine et la bombe dans Dark Star, qui vient donc, je le rappelle, de sortir en DVD chez Carlotta, et tout de suite un extrait de L'Antre de la Folie, voilà, que j'aime beaucoup, et justement, voilà, de faire une émission sur Carpenter, c'était l'occasion quand même de revoir donc quasiment tous ses films. C'était un plaisir. Ouais, c'était vraiment un plaisir. De feuilleter aussi un peu. Moi, je l'avais jamais lu, le livre de Torret et Luc Lagier sur Carpenter justement, qui est sorti il y a bientôt. Ah ouais, il y a pas mal de temps déjà. En fait, c'est à l'occasion de la sortie de Vampire, je crois même pas. Oui, c'était Vampire. C'était ça. C'était Vampire qui déjà est pas loin d'être mon préféré quand même, qui commence un peu à descendre. Et puis après ça, quand même, faut bien admettre que Carpenter, même Ghost of Mars, j'ai des problèmes, et que ce bonhomme ne fait plus grand chose. Moi, pour le coup, pour avoir vu The Ward, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui était un peu le retour de Carpenter, j'ai été extrêmement déçu, même si je sais qu'il avait fait des épisodes de Masters of Horror qui étaient pas mal, mais bon, c'est comparé. Si tu revois en fait, voilà, ses premiers films justement des années 80, ça fait mal en fait de dire voilà, ce type voilà est mort. Clairement, là, il fait plus rien. The Ward, c'était l'occasion pour lui un peu de faire quelque chose, et il en a rien fait. C'est assez amusant de voir ça, parce que c'est vrai que Carpenter, c'est quelqu'un qui a été longtemps quand même assez ignoré par beaucoup de la critique. Succès public assez aléatoire pour chacun de ses films. Il a fait des fours monumentaux comme des succès énormes. Halloween, donc son 2e long métrage, son 3e en comptant Dark Star, a été un des succès les plus énormes du cinéma indépendant. The Thing à côté, tu vois, était un gros échec en France. A été voilà, qui est son chef-d'œuvre. Je pense vraiment son film le plus parfait, a été un échec monumental parce qu'il est sorti la même année qu'E.T. et comme premier film de studio du coup en plus, un film d'une noirceur totale, et voilà, sorti en même temps que E.T. Il y a eu d'autres films comme ça dans la même lignée qui sont sortis en même temps qu'E.T. C'était juste pas possible, parce que voilà, il y a eu un rouleau compresseur d'un truc un peu plus humaniste, et des films d'une noirceur totale comme celle de The Thing, c'était plus possible. Et c'est vrai que Carpenter, c'est quelqu'un qui a eu, en œuvrant toujours dans le genre, a eu un accueil critique inexistant dans une certaine critique institutionnelle, voilà, les clés du cinéma, part quelques exceptions, tu vois, il y a Starfix à l'époque du coup qui a suivi, mais c'est une exception en fait. Il a été très vite identifié comme auteur par des gens très soucieux voilà de ce style de cinéma, et c'est vrai qu'à l'époque où moi j'ai découvert, enfin je sais que quand j'ai découvert Carpenter, c'était limite voilà, il passait au Jeudi de l'angoisse à M6 à l'époque. On a découvert ça sur M6. Voilà, c'est cette case là, moi l'âge que j'ai c'était ça, et quand on lisait dans Télérama, t'avais genre un petit T en disant bon, voilà, c'est peut-être
peut-être un peu mieux que la moyenne, mais après bon, ça reste une petite série B comme ça. Et moi, je voyais ça, j'étais sidéré, quoi. C'est des chocs cinématographiques inouïs quand j'ai pu voir Invasion Los Angeles ou Prince des Ténèbres sur cette case-là. C'était incroyable. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai été contemporain de de la sortie de Vampire et compagnie. Vampire, ça va être le premier film de Carpenter que j'ai pu voir en salle avec L'Ordre de la Folie, et c'est là où il y a eu une sorte de revirement critique où là d'un coup Vampire, accueil critique délirant, Ghost of Mars, accueil critique délirant, où tout le monde allait dire voilà, c'était le grand auteur, le grand contrebandier américain, le gauchiste américain, ils allaient trouver des qualités inouïes à des films qui étaient largement en deçà. Ça arrive au moment où justement lui il est en train de plonger un peu. Carrément, parce que bon, Vampire que j'ai revu cette semaine, j'en ai finalement un meilleur souvenir que celui que j'avais que la première projection, quoi, où qu'avait été où j'ai dit c'est quand même pas terrible. Après le film tient carrément bien la route. Mise en perspective, la première demi-heure est très très efficace quand même. C'est surtout que c'est mise en perspective avec aussi l'ensemble des films qui sortent maintenant. C'est-à-dire que maintenant on se dit mais où il est le cinéma un peu badass, un peu sec, un peu un peu couillu, il y en a pas. Quand je regardais Vampire, je pensais à Machete. Je me disais putain, c'est incroyable. Enfin, ce film Machete qui sont des purges inouïes et nul à chier. Là, tu regardes Vampire, t'as un film qui est vraiment super badass, super cool, avec un héros hyper cool. C'est un peu la veine un peu feignante de Carpenter. Il est très fort là-dedans. Il a créé une galerie de héros badass incroyable. Mais James Woods, c'est un peu la redite. On sent qu'il y a un peu de la redite là-dedans, surtout que c'est travaillé par pas grand-chose. Il y a des très belles scènes là-dedans. Il y a des très belles idées. Cheryl Lee qui est dans un entre-deux vampirique, être humain, c'est c'est une idée super belle qui est exploitée très bien dans le film. Mais c'est quand même un film feignant, et c'était à l'époque où la critique d'un coup s'emballait complètement. Ghost of Mars, je l'ai pas revu, mais je me rappelle que c'était presque gênant ce film, parce que d'un coup on se retrouvait devant un truc, tout le monde, t'avais l'impression que t'avais un accueil critique où tout le monde découvrait un auteur, et tu disais non mais pas sur ce film-là, quoi, c'est pas possible. Les autres sont quand même largement mieux. Du coup, pour revenir au bouquin de Torret et Lagier, eux ils ont l'avantage, on peut leur donner ça en tout cas, c'est qu'ils ont parlé de Carpenter au moment où, en tout cas en France, personne en gros le faisait. Par contre, ça doit être sans doute le moins bon livre qu'a pu faire Torret. C'est un truc très très universitaire où clairement ils vont chercher à défendre justement leur idée que Carpenter est un vrai auteur, quoi. Et à lire, c'est quand même assez lourd, surtout quand tu vois après ce qu'a écrit Torret et même ce que fait Lagier, notamment pour Blow Up sur Arte. Bon, c'est quand même assez lourdingue, quoi. C'est vraiment chercher à défendre, quitte à il y a un mélange de lourdeur universitaire, d'analyse un peu textuelle qui est très chiante et très fastidieuse, et aussi cette fameuse tic des critiques de cinéma qui veulent ennoblir de force des auteurs considérés comme bas de plafond, à grand renfort de citations de Baudrillard et compagnie, où tu dis ça va au bout d'un moment, ça passe en force, mais c'est pas possible. Mais après le bouquin regorge de concepts et d'idées absolument incroyables. Faut faire le tri en fait dans tout ça, et nous il a fallu qu'on fasse le tri aussi du coup dans toute la filmographie de Carpenter, c'est-à-dire de quoi parler finalement. C'est impossible. C'est impossible, donc on arrête cette émission. Non, du coup c'est en revoyant quand même ces films, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues, notamment son film sur Elvis avec Kurt Russell, c'est un film pour la télévision qu'il a fait juste avant Halloween, entre Assaut et Halloween je crois, si je dis pas de bêtises, et qui est quand même pas terrible. Après lui il en dit beaucoup de mal aussi, justement il a pas pu faire ce qu'il voulait, c'était vraiment une grosse commande, il fallait qu'il vive, tout ça, et ça fait bizarre déjà de voir Kurt Russell mais maquillé comme c'est pas permis pour jouer Elvis, alors qu'à côté de ça il y a des bons trucs dans le film, mais c'est quand même assez chiant. J'étais jusqu'au bout, mais c'est quand même assez chiant et assez triste pour quelqu'un comme moi qui aime bien Elvis en plus. C'est assez dur parce qu'en plus c'était longtemps le film. J'aime bien Carpenter, mais les deux ensemble ça passe pas trop, quoi. les films de Carpenter étaient relativement visibles, même avant le DVD, ils passaient à la télé et tout ça, et le film Elvis, ça a longtemps pour moi en tout cas été l'objet d'un fantasme. Putain, Carpenter a fait une biographie d'Elvis, et c'est vrai que depuis il est sorti en DVD, il est disponible évidemment en téléchargement à Los Angeles, mais c'est vraiment pas bon. Enfin moi je sais que j'avais tenu une demi-heure, et c'est vrai qu'il y a eu pourtant des très très bonnes critiques du film, mais en fait c'est tu dirais que Walk the Line Walk Hard plutôt ça. Walk Hard, c'est une parodie complète de ce film-là, exactement, et encore ça. Plus que Walk the Line, quoi. C'est vraiment le biopic dans toute son horreur. Moi j'ai revu du coup celui-là, le film sur
sur Elvis après Walk Hard, et tu te dis mais merde, putain, ils ont revu le truc, ils ont pas beaucoup changé d'aspect finalement à la fin. Mais bon, là on dit du mal du Carpenter, il faut pas, parce que en fait c'est assez délirant, parce que je pense, enfin c'est vrai que je sais que justement pour reparler de Torre dans leur fabuleuse émission là pendant les travaux, je crois que l'été dernier ils avaient fait une émission dont la question était avons-nous oublié John Carpenter. C'est vrai que c'est quelqu'un, moi finalement j'avais un peu perdu de vue parce que j'avais pas revu ses films. Finalement il n'a aucune actualité, et c'est bizarrement aussi un cinéaste qui n'est pas un auteur séminal, qui n'a pas non plus influencé beaucoup de gens. Enfin on trouve pas des traces de son cinéma dans beaucoup de films actuels. Donc du coup il a pas une actualité brillante, ce qui fait mis à part dans ses productions et dans ses remakes en fait. Évidemment il y a eu quelques remakes et tout ça, voilà, mais qui s'éloignaient très furieusement de l'original. On excepte Fog qui était une catastrophe totale, hein, mais voilà, mais qui n'a de toute façon ça fait un four, et voilà, c'était une nullité. Mais pour le coup c'était une de ses rares productions, c'est-à-dire que les remakes il les a pas produits, mis à part Fog. Et par contre je sais que pour Halloween par exemple, le remake de Rob Zombie qui évidemment s'éloigne, il est à l'opposé quasiment de l'original. C'est ce qui pour moi en fait aussi un grand film, c'est-à-dire que voilà, dans toute la vague de remakes qu'on peut avoir. Mais après parler de remake justement avec Carpenter c'est intéressant, parce que lui justement ses grands films ce sont des remakes parfois complètement transformés. C'est le cas pour The Thing, hein, on va en parler, et de Asso. Mais c'est amusant de parler de remake parce que même dans ses propres films, c'est-à-dire Los Angeles 2013, c'est un remake de New York 97, je veux dire. Et donc de remaker des films de Carpenter, moi je suis pas contre, et Rob Zombie avec Halloween a prouvé que oui, c'était une bonne chose. Ils ont deux conceptions très différentes du mal par exemple, parce que ça parle vraiment de ça. Pour Carpenter dans Halloween, le mal est quelque chose de d'invincible, de complètement fantastique, c'est le mal absolu qui a pas d'incarnation, qui a pas de psychologie, alors que Rob Zombie il va faire complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il va prendre le personnage de Michael Myers et montrer qu'il est très humain, quoi, l'ancrer dans une réalité très crasse et très crue. Et moi ça me botte vraiment, quoi. Mais oui, bien sûr, mais je pense que entre les deux. Mais c'est son actualité tient à ça en gros dernièrement depuis 10 ans. Et du coup moi je sais que voilà, on en parle plus trop, et à revoir tous ces films que je m'en suis refait un paquet là, tu dis moi c'est quand même sidérant, quoi. Enfin j'ai retrouvé ces effets de sidération. Accumulation quand même. C'est vrai qu'il a une filmographie, si on accepte vraiment la fin, qui est assez exemplaire. Enfin il y a une lignée de films qui sont pas parce que moi en revoyant Halloween par exemple, j'ai pas aimé en fait, justement peut-être parce que j'ai revu beaucoup le film de Rob Zombie, mais en revoyant Halloween, moi en fait dans les idées, il y a beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup. Dans la mise en scène aussi, je trouve ça quand même assez fou dans la mise en scène Halloween. Mais je trouve que pour le coup, c'est un film qui a mal vieilli. Après, dans beaucoup de ces films, quand même, à chaque fois, il y a un truc qui me gêne, à quelques exceptions près, comme The Thing ou Asso, que moi je trouve quand même c'est des films vraiment qui touchent la perfection quand même. Mais même en revoyant des livres, par exemple, des films qui parfois prennent un coup de vieux sur des petits détails, quoi, qui malgré tout restent très forts. Des livres, par exemple, voilà, c'est un film que je trouve très fort. On en reparlera après aussi. Mais voilà, comme on disait, il y a quand même une accumulation au début de sa carrière. Par exemple, Asso, Halloween, The Fog, The Thing. Après, il va y avoir Zélie, il va y avoir New York 97. Tu dis putain la vache, le type il accumule quand même les moments de cinéma qui sont très forts, et des icônes, des mises en scène aussi qui vont quand même pareil et qui sont innovantes. Il y a un côté quand même j'ai des grosses couilles derrière tout ça, quoi. Dans le propos déjà, dans la mise en scène et dans le propos, et c'est pas, enfin voilà, moi ça m'étonne pas forcément si des films ont pas forcément marché, comme tu le disais avec The Thing par exemple, qui est un film extrêmement noir, mais Le Prince des Ténèbres aussi, quoi. Enfin il accumule quand même les films très très durs. Mais oui c'est ça, mais c'est vrai que, et puis pour parler du style de Carpenter, c'est toujours vraiment assez étonnant, quoi. C'est vrai que c'est un on l'a suffisamment dit, hein, Carpenter fait que de faire des westerns, c'est un mot un peu imagé pour dire que voilà, John Carpenter c'est un classique, c'est quelqu'un qui a une mise en scène classique au sens du classicisme hollywoodien, et c'est quelque chose, il y a cette sorte de frontalité, cette sorte de sécheresse dans la mise en scène, cette sorte de cette façon d'aller toujours à l'économie au niveau de la mise en scène pour raconter une histoire donnée, de suivre des personnages qui maintenant on ne retrouve plus, et qui va surtout, sans avoir voir ça sur le prisme du vieux con, est hyper efficiente dans ces films. Il y a une façon d'utiliser le cadre, les ellipses, d'avoir une croyance dans le hors-champ fondamental, qui est très très forte. Je sais que Torre et Lagier reviennent beaucoup là-dessus dans leur bouquin, c'est que il y a le hors-champ est fondamental chez Carpenter.
Carpenter. En ça, c'est une sorte l'inconnu, c'est-à-dire ne pas savoir ce que t'as aussi en face de toi. Ouais. La peur joue énormément là-dessus. C'est ça. C'est une sorte d'héritier de Jacques Tourneur, par exemple, hein, donc de metteur en scène des années 40, 50. Cheap, hein, forcément, hein. C'est-à-dire de pas savoir. L'inconnu, c'est ça qui fait peur. Donc on va jouer sur l'inconnu. Et c'est surtout ça. Même en le montrant. Et The Thing, c'est là que The Thing est très fort. C'est que même quand il te montre le monstre, en fait, et on a beaucoup de monstres dans The Thing, mais tu sais pas ce que tu vois en fait. Et cet inconnu-là, voilà, il reste là même quand tu le montres. Ouais, ils font vraiment une brillante analyse de ça. Mais c'est vrai que c'est ce que je me pose la question sur The Fog quand je voyais The Fog, c'est que c'est assez hallucinant parce que voilà, tout est hors champ là-dedans. C'est un brouillard, donc c'est vraiment une masse informe. Il y a une croyance, quoi. Ouais, il y a une croyance de John Carpenter dans l'idée du mal. Hein, voilà, il croit à ça. Tu vois bien, voilà, ça arrive. Tu ne le vois pas. Et les moments les plus faibles de The Fog, qui par ailleurs un film que j'adore, c'est les moments où voilà, on voit de face les créatures créées par Rob Bottin, les pirates lépreux. Mais The Thing, c'est l'idée qu'élabore Lagier et Torres, c'est que voilà, The Thing, qui est un sommet du film gore en quelque sorte, parce qu'au niveau des effets spéciaux mécaniques mis en place par Rob Bottin, c'est juste incroyable. Les créatures sont folles. Là, c'est vraiment les transformations sont. Tu regardes ce film-là, tu te dis, tu peux pas t'empêcher d'être un vieux con. Tu te dis, s'il y a un truc qui s'est complètement paumé, c'est que tu vois ça, tu te dis, mais ça vaut tous les effets numériques possibles. C'est complètement délirant. Et ce sur quoi ils reviennent pas mal, c'est qu'ils disent que voilà, c'est pas ça qui fait peur. Ça, c'est justement cet effet de transformation, cet effet d'entre-deux permanent d'une créature qui se métamorphose en direct sous les yeux. Justement, il y a un effet d'incompréhension pour le spectateur. Et ce qui fait le plus peur, c'est le hors-champ, c'est-à-dire ce moment qui n'a pas été filmé par John Carpenter, où le personnage est transité de son état d'être humain à un état de chose, d'un état ce qu'on voit, de body snatcher. On sait pas si, et on ne sait pas à quel moment c'est arrivé. Donc c'est ce moment-là qui fait peur, et on ne sait pas où dans le champ se situe vraiment cet inconnu. C'est là que se crée la paranoïa, et même entre les personnages, se crée c'est-à-dire que le spectateur est dans la même place que les personnages d'ailleurs, à voir le personnage en face de soi et de pas savoir du coup ce qu'on est en train de regarder. C'est là que son remake, c'est là que, du coup, parce qu'il se base quand même sur une nouvelle qui a été adaptée par Howard Hawks, La chose d'un autre monde, mais en revoyant La chose d'un autre monde, il y a absolument pas ce problème justement, parce qu'il y a juste une créature, il y a pas le problème d'une créature qui va copier du coup des personnes, et là du coup ils se rapprochent plus de Body Snatchers en fait de Don Siegel, à savoir voilà, tu sais pas si c'est la personne que t'as en face de toi est humaine ou si c'est une copie en fait. Et c'est là que c'est amusant aussi justement. Moi je voulais parler vite fait quand même de Asso et de The Thing, qui sont deux pseudo remakes de Howard Hawks, qui est clairement du coup son cinéaste favori. Deux remakes de Rio Bravo. Et voilà. du coup. Et du coup, Asso serait un remake de Rio Bravo. Il utilise beaucoup d'éléments provenant du Rio Bravo avec John Wayne du coup et Dean Martin. Mais en fait, et là c'est un truc que tu retrouves aussi dans le bouquin de Torret et Lagier, c'est que clairement le film est autant en fait un remake de Rio Bravo qu'un remake de La Nuit des Morts Vivants de Romero, quoi. Et il arrive à mêler ces deux trucs là. Alors évidemment, donc ce qui est sûr, et lui il le dit très bien, Carpenter, c'est que tous ses films pour lui sont des westerns. Il a toujours voulu faire un western. Il a eu beaucoup de projets, voilà, avec du coup les chevaux à d'époque, tout le bordel, pour des westerns. Il a jamais pu les faire, quoi. Mais du coup dans tous ses films, il aborde un truc du western qui lui plaît. Ça va être Snake Plissken par exemple, ce personnage, voilà, cette icône un peu du western justement, dans New York 97 et Los Angeles 2013, et dans Asso du coup son premier long métrage après Dark Star. En revoyant ce truc, j'ai trouvé ça mais incroyable, vraiment, j'en avais pas un aussi bon souvenir, et j'avais oublié aussi la violence du film en fait, notamment le meurtre de la petite fille au tout début du film en fait, et donc voilà, il va créer ce huis clos qui correspond du coup au final de Rio Bravo, mais le transforme énormément, et même au niveau des personnages d'ailleurs, et mais par contre ce que tu vas retrouver aussi qu'il y a chez Hawks, et du coup que tu retrouves que dans quasiment tous ces films à Carpenter, et c'est un truc qui me plaît bien parce que c'est super efficace, c'est je disais tout à l'heure, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire qu'un personnage, ça peut être un flic, ça peut être un bandit, voire un tueur, mais à partir du moment où il fait son boulot, il se fait accepter en fait par les autres. Et le bonhomme qui passe son temps à geindre et à parler, en général, il tient pas très longtemps, quoi. Le personnage, le vrai héros chez Carpenter, il parle peu, il fait bien son boulot, il va au fait, et il est efficace, quoi. Et à partir du moment où il est efficace, les autres héros auxquels du coup Carpenter croit et auxquels le spectateur va aussi croire et puis apprécier, c'est ceux du coup qui vont tout simplement faire le boulot. Et Asso pour moi c'est exemplaire à ce niveau-là, c'est-à-dire que t'as trois personnages, t'as trois héros, notamment cette femme du coup qui est
inspirée elle aussi du personnage d'Andy Dickinson dans Rio Bravo, et cette femme qui est sûrement plus héroïque que les 3/4 des personnages, mis à part les 2 héros, Napoléon Wilson, qui est le héros carpenterien par excellence, alors que c'est un truand, c'est un bandit, et qui on va rien savoir sur son passé, comme Snake Plissken, ou alors des petits détails qui vont attiser la curiosité du spectateur, qui vont en faire une icône, clairement, quoi. Il cherche à créer ça, et ça fonctionne, ce qui est pas évident, voilà, toujours, et lui il arrive vraiment à créer du coup des personnages très iconiques. Il y a une galerie de personnages iconiques absolument ahurissant. C'est génial, et c'est vraiment jouissif. Il y a quelque chose de très jouissif, à la fois dans le spectacle, parce que la mise en scène est exemplaire. Dans Assaut, le travail, tu t'en parlais, du hors-champ justement, et du découpage, enfin c'est exemplaire dans Assaut, quoi. C'est jouissif par l'action aussi et par ses personnages, et il y a un mélange de ça, et en plus il arrive à insérer dans cet espace du western cet espace fantastique et effrayant de La Nuit des Morts Vivants, avec justement ces assaillants dont on ne sait rien quasiment, mis à part qu'ils sont présentés quasiment comme des zombies qui vont disparaître, qui vont avoir presque des pouvoirs, mais sans rentrer dans des effets spéciaux, et voilà, c'est une mise en scène qui joue sur le minimum tout le temps, quoi. Et d'une efficacité redoutable, c'est sec, c'est brutal. Et en revoyant du coup Assaut, moi ça m'a fait vraiment beaucoup de putain merde, ce type a un talent fou, quoi. Et dans The Thing, qui lui aussi du coup est un huis clos, parce qu'il a beaucoup œuvré dans le huis clos quand même à la fin de The Fog, c'est du huis clos, enfin c'est un truc qu'il utilise quand même extrêmement bien aussi, quoi. Et dans The Thing, t'as ce truc là aussi du groupe justement, quoi. Et le personnage qui va être le héros, c'est celui qui fait son boulot, quoi. C'est Macready, c'est Kurt Russell. Ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi, de revoir tous ces films là. Et on va faire une pause musicale parce que du coup on est à la bourre, et justement il fallait qu'on passe cette musique de Assaut, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais du talent de compositeur de Carpenter. Et la musique d'Assaut, je crois que c'est une de mes préférées, vraiment. Du coup, on va s'écouter ce thème d'Assaut, et on va se retrouver après pour encore terminer vite fait du coup sur d'autres films de Carpenter, parce que du coup finalement on est à la bourre. On se retrouve juste après cette petite pause. C'est peut-être ma dernière chance. Je suis riche maintenant. Je pourrais me retirer des camions, vendre le mien, quitter la route. Ça pèserait sur ma conscience. Ce que je vois bien, moi, c'est un camion plus spacieux. On en fait avec à l'arrière un appartement bien conçu pour 2 personnes. C'est tentant, bien sûr, mais tu sais, je me connais. Je sais que tôt ou tard, je prends tout le monde à rebrousse-poil, alors... faut que je réfléchisse. Vous allez pas l'embrasser avant de partir? Non. Je crois que Blair ne tourne plus rond. Il s'est enfermé chez lui et refuse absolument d'ouvrir sa porte. Alors j'ai pris un de ses carnets de notes au labo. Écoute ça. La chose a pu imiter des millions de formes de vie sur des millions de planètes. Elle a pu se changer en n'importe quelle forme à l'instant qu'elle l'a voulu. Et elle veut aujourd'hui une forme de vie terrestre. Je commence à avoir froid, j'ai pas dormi depuis... Patiente un peu, Mac, 1 minute. La chose a besoin d'être seule avec une forme de vie tout près d'elle pour pouvoir l'absorber. Le caméléon frappe au cœur de la nuit. D'accord, si Blair est pas cinglé, ça va pas tarder. Écoute, Macready, l'activité cellulaire de la chose persiste même après qu'on l'ait brûlée. Ses restes vivent toujours. It would be a privilege if you'd walk outside with me. I know I would. You're pretty fancy, Wilson. I have moments.
I don't even know if you can hear me. I'm sorry that I didn't come for you, that I wasn't there. Andy, please understand. I have to stay here. The fog is moving inland, away from the beach, towards Antonio Bay. It's over by the armory. Do you remember the name of the pilot? No, I think it's Chestnut. Feel like listening to some music? Sure. It's moving faster now. Up Regent Avenue, up to the end of Small House Road. What's that? Voilà, et dans l'ordre, il y a eu beaucoup d'extraits, hein. Jack Burton, The Thing, la musique d'Assaut, et puis là un extrait de The Fog, puisque oui, on a mis du temps à préparer cette émission, on avait beaucoup d'extraits, on veut tous les passer, et du coup, il nous reste 10 minutes pour clôturer cette émission, et on doit encore quand même parler au moins de Zélif, donc je vais te laisser Antonin au moins 5 minutes pour en parler, et après je te couperai. Bah oui, c'est, il aura dû faire 2 heures là, c'est pas possible. Non, du coup, juste pour clôturer un petit peu cette émission, parler forcément de cette dimension politique du cinéma de Carpenter. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent dit que voilà, le cinéma, le genre fantastique était le genre subversif par excellence. Cette façon d'inquiéter le réel que pouvaient avoir les grands auteurs du fantastique, elle s'applique tout à fait à la filmographie de John Carpenter. Moi, c'est vrai qu'à la base, dans les 2 choix que je pouvais faire des 2 films dont je voulais parler, il y avait The Fog et The Live, donc Invasion Los Angeles en français, qui sont 2 films avec des moyens très différents. Hein. The Live, qui est une série B, mais vraiment, pour moi, le terme série B, je pense que j'ai compris le terme série B en voyant The Live. Je me suis dit, voilà, une idée complètement con sur le papier, voilà, un mec qui arrive à Los Angeles, qui trouve des lunettes de soleil qui lui permettent de voir le monde tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, le monde c'est juste des extraterrestres qui sont emparés de tous les moyens de communication pour voilà une satire des années Reagan et du capitalisme triomphant et de l'American Way of Life, une façon très brute et très sec de traiter une sorte d'idée qui pourrait être complètement naïve sur le papier, mais qui finalement par la mise en scène et par la sécheresse de l'ensemble emporte complètement le morceau. Il y a toute une fureur complètement anard de Carpenter qu'on retrouve en filigrane dans tous ses films, mais qui dans The Live est vraiment hyper prépondérante et qui est absolument géniale. Et c'est vrai que je voulais parler de The Fog, qui est dans son argument même un film de fantôme, et donc le fantôme cet être qui fait retour et qui vient un peu juger le présent à l'aune d'une faute qui a eu lieu dans le passé, qui est une sorte de portrait de l'Amérique, qui se base d'ailleurs dans une petite commune proche de celle filmée par Hitchcock dans Les Oiseaux, où on fait une commémoration des 100 ans d'une ville, de la fondation d'une ville, et finalement les fondations de cette ville c'est juste un monceau de cadavres, un crime, et il y a un retour de ce crime-là, et on retrouve, à travers cet argument scénaristique-là, toute cette façon que peut avoir Carpenter de traiter de son pays, à la fois avec beaucoup il y a toute une ambiguïté chez Carpenter, parce que même lui le dit quand il a été assailli par des tas de journalistes français de gauche, on va dire, vous êtes vraiment un gros gauchiste. Il dit, non, ça va pas, moi je suis un capitaliste, un individualiste effréné, moi c'est ça, parce que son cinéma c'est ça, c'est aussi la dimension hoxienne, c'est quelqu'un qui a un furieux individualiste et qui en même temps a un regard qu'on pourrait, nous, avec notre sensibilité européenne, complètement dire de gauchiste sur la communauté et les mensonges sur lesquels elle se fonde. Et c'est absolument brillant. Et malheureusement, on n'a plus trop le temps, donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé. Il faut vraiment
revoir en fait Carpenter pour se rendre compte à quel point le cinéma est pourri. Voilà, c'était donc on a parlé de Carpenter. Avant de se quitter, on va faire quand même quelques annonces spéciales. Rappelez déjà que Dark Star donc est ressorti en DVD chez Carlotta et qu'il y a que le film vaut le coup quand même, et puis ça donne envie de revoir du coup tout Carpenter, même dans l'ordre. Moi c'est ce que j'ai fait un peu, revoir Carpenter dans l'ordre. On n'a pas parlé de Snake Plissken trop, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, mais évidemment en une heure on n'a pas le temps. On vous rappelle. Et toi, ton film préféré de Carpenter, c'est? Moi ça reste entre Assaut et The Thing, je sais pas. Après mais là en revoyant Assaut, putain c'est vraiment le genre de film qui me botte quand même. Mais The Thing pour le coup putain il est quand même incroyable aussi. Ouais, The Thing c'est parfait. Et puis moi le premier que j'ai dû voir ça devait être New York 97, donc du coup c'est pareil, ça me touche quand même vachement. Snake Plissken c'est un personnage qui m'a quand même vachement bouleversé quoi, qui me ramène moi, au j'ai western, failli appeler mon fils Snake Plissken. Ouais je sais. Les Snake Plissken Moreau. Oui. Tu es le seul qui reste, MacReady. Pas le seul, apparemment. Tu l'as tué. Où est-ce que t'étais, Giles? J'ai cru voir Blair. Évidemment, j'ai voulu l'attraper. Et je me suis perdu dans la tempête. Oh. C'est pour faire monter la température que t'as mis le feu. Ça ne durera pas très longtemps. Nous non plus. Tu crois pas qu'on s'en sortira? Bah, peut-être mieux pas. Si tu te méfies encore de moi. Au point où on en est, ça n'a plus beaucoup d'importance. De toute façon, on est trop crevés pour échanger quelque chose. Bon alors. Qu'est-ce que nous faisons? Je crois qu'on devrait rester ici un moment, attendre. On verra bien. Ouais. Welcome to the human race.